Donc nous allons débuter la deuxième table ronde, la deuxième partie de cette table ronde qui porte sur le creusement des inégalités. Nous accueillons Perrine Agnew, maîtresse de conférences en sociologie. Elle est là, elle est déjà tout à l'heure, je ne vous ai pas vu quand même, une deuxième fois. Marguerite Rollin du collectif Bouge ta Bref. C'est vous-même, madame? Oui, et de la CIMAD. Et de la CIMAD. Et de Bouge ta Bref. Et de Bouge ta Bref. Si vous voulez donc vous installer à côté de Perrine, s'il vous plaît. Modi Diawara du collectif Sans Papier Montreuil. Bonjour. Et enfin, madame Bennia, collectif Sans Papier du 75. Bonjour. Alors, on va commencer par Perrine Agnew. Alors, que pouvez-vous nous dire des conséquences de la dévitalisation des services publics alors sur les femmes, habitant un espace rural, donc on est dans deux champs bien particuliers, une focale. Observe-t-on un creusement des inégalités donc, de genre et des inégalités territoriales à cause de cette dévitalisation, fermeture ou dématérialisation des services publics? Je vous donne la parole. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Donc, comme je travaille moi, plutôt sur les espaces ruraux, je vais vous parler aussi d'enjeux liés à l'éloignement des services publics. Donc là, actuellement, j'ai débuté une recherche qui traite des parcours professionnels dans les métiers du soin dans les espaces ruraux, qui est aussi en lien avec la journée. Je vais parler plutôt aujourd'hui des résultats d'une recherche doctorale qui portait sur l'entrée dans la vie adulte de jeunes femmes de classe populaire en milieu rural et sur les inégalités de genre, en fait, et la façon dont elles vont se construire à cet âge de la vie dans les espaces ruraux, qui est un âge important puisque c'est un âge de sédimentation en fait, des positions sociales avec l'entrée sur le marché du travail, la mise en couple. Donc pour cette recherche, j'ai conduit dans un département particulièrement vieillissant et isolé des grandes agglomérations. J'ai observé une jeunesse féminine issue des classes populaires, puisque les classes populaires donc, sont surreprésentées dans les espaces ruraux, et encore plus à cet âge de la vie, puisque la majorité des jeunes issus des classes moyennes, classes supérieures, locales, partent en fait pour faire leurs études et puis partent souvent durablement. Donc je vais beaucoup parler d'inégalités de genre, mais en ayant en tête que ces inégalités de genre s'articulent avec d'autres inégalités sociales, en particulier en lien avec le milieu social ici, dans la population que j'ai pu observer, entre celles qui étaient issues des classes populaires plutôt stables et celles des fractions plus précarisées, il y a forcément des conséquences bien différenciées en fait, de la dégradation et de la dématérialisation des services publics de proximité. Donc, je vais aborder 3 points. D'abord, ce qui a été déjà un petit peu abordé, c'est le travail domestique et le travail gratuit que fournissent les femmes pour compenser aussi la dégradation des services publics, et puisque ce sont elles en fait, qui sont en première ligne dans les solidarités en fait, qui vont être mobilisées. La deuxième chose, c'est la question de l'accès aux droits et aussi de l'accès à l'emploi en fait, qui peut venir freiner en fait, l'autonomisation matérielle des femmes dans ces espaces. Et à cet âge de la vie, c'est d'autant plus important qu'elles se mettent aussi en couple. Et quand il y a des inégalités fortes en fait, au sein des couples, à la mise en couple, c'est peu favorable en fait, aux négociations de la division du travail dans la sphère conjugale. Et puis je vais parler aussi un peu de la précarisation dont on a pas mal parlé, de l'emploi public et puis qui est aussi beaucoup un emploi féminin. Dans un contexte où les emplois stables, accessibles aux femmes dans les espaces ruraux sont déjà relativement plus rares que ceux accessibles aux hommes et où les inégalités de genre sur le marché du travail sont amplifiées dans les espaces ruraux, l'éloignement de cette offre d'emploi et aussi la dégradation des conditions d'emploi et de travail va aussi accentuer en fait, ces inégalités de genre, donc, que ce soit dans la fonction publique hospitalière, où j'ai pu pas mal observer, au guichet des administrations, dans le périscolaire, etc.
Donc d'abord sur le travail en fait gratuit et le travail domestique que vont réaliser les femmes, et donc en particulier moi j'ai observé les jeunes femmes pour amortir un petit peu cette dégradation des services publics. Alors je voulais simplement signaler un ouvrage de Sophie Orange et Fanny Renard, Des femmes qui tiennent la campagne, où elles ont bien insisté aussi sur la façon dont les femmes, et en particulier les jeunes femmes, contribuent aussi à maintenir une activité sociale locale, le lien social, en s'investissant y compris dans la sphère associative de manière bénévole, en compensation aussi avec la dégradation des services publics. Plus largement, en fait, l'éloignement des lieux de scolarité, l'éloignement des services de santé, ça va alourdir le travail domestique des femmes, puisque ce sont souvent les mères, mais aussi les filles aînées dans les fratries, en particulier une fois qu'elles ont le permis, comme j'ai pu l'observer, qui vont accompagner les plus petits en fait, à l'école, au bus scolaire, dans les activités périscolaires, pour leur rendez-vous de santé, qui vont accompagner aussi des proches dépendants, donc en particulier les personnes âgées dépendantes, donc les grands-parents, pour réaliser des soins. Et du coup, cet éloignement va alourdir aussi le temps qui est consacré en fait, à ces activités-là. En particulier, quand le grand-père ou la grand-mère ne peut pas se rendre seul en fait, chez le médecin parce qu'il ne peut plus s'y rendre à pied, comme il n'y a plus un médecin dans le village, il faut l'amener. Et dans ce cas-là, en fait, c'est souvent les femmes qui prennent cette tâche en charge. Bon, je parle aussi du travail de santé, mais il faut avoir en tête que c'est aussi la santé des femmes qui ont cet accès en fait, aux services de santé. Alors j'ai pas moi spécifiquement travaillé sur ça, j'ai quand même vu comment certaines, pour par exemple soigner des pathologies gynécologiques comme l'endométriose, en fait étaient contraintes à faire 2 heures de route pour aller dans une grande agglomération, et comment là ça peut creuser aussi des inégalités entre celles qui ont la possibilité de faire ce trajet-là et celles qui ne l'ont pas. De penser aussi à l'accès à la contraception, l'accès à l'IVG, et puis voilà, ensuite aussi à l'accès à une maternité quand elles deviennent mères. Au-delà du fait de véhiculer donc les proches, il y a aussi tout le travail administratif qui est largement réalisé par les femmes dans les classes populaires. Alors en plus, moi j'ai enquêté sur des bachelières professionnelles qui ont aussi des petits diplômes qu'elles vont valoriser dans leur entourage et qui deviennent un peu les experts des papiers en fait, pour leurs proches. Donc c'est à la fois gratifiant parce que elles sont reconnues pour ce rôle-là au sein de la famille, mais c'est un travail qui est gratuit. Et dans un contexte où il leur est demandé souvent une grande flexibilité aussi sur le marché du travail, c'est souvent vécu aussi comme un poids en fait, pour elles de devoir comme ça appuyer leurs proches. Tout ce travail domestique qui alourdit ce travail gratuit, il a pesé sur leur temps libre et il peut contraindre aussi leur disponibilité sur le marché du travail, surtout dans un contexte où on attend d'elles qu'elles soient particulièrement flexibles. Alors, dans la fonction publique hospitalière, c'est particulièrement vrai. En fait, en termes des agents des services hospitaliers, des aides-soignantes, qu'elles soient disponibles pour des remplacements de dernière minute. C'est vrai aussi dans tous les emplois en fait, des services qui leur sont accessibles. Alors la deuxième chose, c'est que pour celles qui peuvent moins compter en fait, sur leur famille, sur la solidarité familiale aussi au moment de l'entrée dans la vie adulte pour accéder à la mobilité, au permis, pour accéder à leurs droits, c'est aussi compliqué quand on grandit dans les espaces ruraux et qu'on n'a pas accès à une offre de transport public qui est suffisante, on n'a pas forcément accès à l'emploi parce qu'on va demander d'avoir le permis ou parce que l'emploi en fait, en question est trop éloigné. Donc elles sont, ces jeunes femmes particulièrement pénalisées dans leurs déplacements, d'autant qu'elles ont moins accès aux 2 roues que les jeunes hommes de leur entourage. Ça j'ai pu observer comment dans les fratries parfois il y avait des arbitrages en fait, qui étaient faits et puis les filles vont moins avoir accès aux 2 roues. Comment parfois dans le couple aussi quand il y a un seul véhicule, c'est souvent le conjoint qui va avoir la priorité sur le véhicule. Donc voilà, il y a aussi ces questions-là de transport. Au-delà de la distance, il y a aussi le temps, donc on en a aussi un peu parlé au cours de cette journée. Elles ont un rapport au temps aussi qui va être particulièrement contraint, alors du fait du travail domestique dont j'ai parlé tout à l'heure.
qui ne peut pas être délégué dans les classes populaires comme il est aussi dans d'autres milieux sociaux. Et j'ai vraiment été frappée de voir comment, quand on leur demande une flexibilité forte dans l'emploi, quand on attend d'elles en fait, qu'elles soient disponibles aussi dans le cadre familial, y compris sans enfants, elles sont déjà en fait, à cet âge de la vie marquées par les difficultés de la conciliation et à quel point il peut être difficile de planifier un rendez-vous médical, un rendez-vous dans une administration, encore plus quand ce rendez-vous-là va nécessiter 30-40 minutes de trajet, aller-retour, donc il faut multiplier par 2. Pour un rendez-vous de 10 minutes, on a facilement plus d'1 heure en fait, à planifier. C'est pas forcément évident, en fait, y compris quand on n'est pas en responsabilité parentale, quand on est une femme dans les espaces de classe populaire. Donc, il y a bien sûr la question du mode de garde aussi, qui joue beaucoup et qui peut exclure en fait, certaines du marché du travail. Donc il y a des arbitrages à nouveau là, qui se font au sein du couple, et quand il n'y a pas de solution de garde accessible financièrement à proximité, ça peut amener au retrait de l'emploi de certaines jeunes femmes. Donc désigner ces difficultés-là à articuler les temps sociaux en fait, que vont rencontrer les femmes et qui sont amplifiées par l'éloignement d'un ensemble de services, elles vont jouer beaucoup sur les négociations au sein du couple et puis sur la façon dont vont se mettre en œuvre les organisations conjugales avec une autonomisation matérielle féminine qui va être moindre et souvent un privilège qui peut être donné aussi au métier du conjoint, d'autant que aussi les filles qui sont issues de familles plus précaires vont parfois s'appuyer sur les ressources conjugales pour s'autonomiser de la sphère familiale, mais du coup ça va créer aussi des configurations conjugales particulièrement inégalitaires. Et le dernier point, et puis je vais aller assez vite sur l'effet que ça a aussi sur l'emploi et sur l'accès à l'emploi des femmes. Alors, en raison en fait de cet éloignement de services publics, de la fermeture de certains services, j'ai pu observer sur le terrain comment des rumeurs aussi autour de la fermeture de services hospitaliers allaient créer de l'incertitude sur des parcours professionnels dans un contexte où dans la fonction publique hospitalière, il faut souvent attendre 6 ans en fait, pour être titularisé. Elles sont souvent pendant 6 ans en fait, en contrat à durée déterminée. On leur demande une flexibilité importante et potentiellement, au bout, elles vont se dire je vais devoir travailler à 40 minutes de route et potentiellement devoir laisser mon emploi parce que ça ne va pas financièrement être possible en fait, de payer l'essence et puis de pouvoir aussi combiner ce temps de trajet avec les autres responsabilités que j'ai par ailleurs. J'ai observé des arbitrages de ce point de vue-là, certaines qui travaillaient par exemple en coupure, donc le matin, le soir, dans le périscolaire, suffisamment éloignées de leur domicile pour pas qu'elles puissent faire l'aller-retour. Pas parce que c'était impossible en termes de temps, parce que c'était trop coûteux aussi. Et comment ça dégrade le quotidien aussi de ne pas trouver en fait, dans le périscolaire de l'école de proximité, devoir s'éloigner. Du coup, quand on est en pause, on doit rester dans sa voiture pendant 3 heures l'hiver parce qu'il n'y a pas forcément de salle de pause dédiée et parce qu'on ne peut pas faire l'aller-retour pour des raisons financières aussi. Voilà, donc j'ai pu observer comment à la poste, dans la fonction publique hospitalière, dans la fonction publique territoriale, la précarisation aussi de l'emploi jouait sur leurs opportunités, comment certaines aussi prenaient des services civiques comme des emplois par défaut, en lien avec la dématérialisation, on en parlait tout à l'heure. Parfois ça fait office de travail en attendant en fait, de trouver un vrai travail. Donc voilà, il y a aussi du côté à la fois elles sont pénalisées comme usagères, comme aidantes, mais aussi comme travailleuses en fait, de ces services publics. Voilà, je vais m'arrêter là, on va redéplacer. Je vous remercie pour cette focale sur les femmes rurales. Alors maintenant, Madame Roland, Monsieur Diawara, Monsieur Tembele et Madame Benia, vous êtes tous et toutes des militants et militantes pour les droits des personnes sans papier et exilées. Que pouvez-vous nous dire des conséquences de la dématérialisation des services publics sur ces droits? Alors là, c'est la focale sur
et à juste titre, je crois, compte tenu de l'actualité. Et quelles sont les problématiques d'accès aux services publics auxquelles sont confrontées justement cette population, ces personnes sans papier exilées, donc dans le sens que vous voulez. Allez, la première, c'est Madame Rolinde, je vous en prie. Je voudrais simplement donner un cadre très bref pour laisser la parole à ceux qui sont concernés, parce qu'ils n'ont pas pris la parole trop ici aujourd'hui, et donc nous avons la chance de travailler ensemble, de bien se connaître, et je vois que ce soit eux qui vraiment prennent la parole. Donc voilà, ce que je voudrais, c'est centrer mon intervention sur le constat que les préfectures, aujourd'hui, loin de jouer le rôle de service public à l'attention des étrangers, sont là pour fabriquer des sans-papiers. Et je pèse mes mots. Sans-papiers, c'est un nom qui est donné à des personnes qui sont en situation irrégulière, mais qui ont toutes sortes de papiers. Des gens qui payent leurs impôts, des gens qui payent leur loyer, des gens qui ont leurs enfants à l'école et qui payent même la TVA. Voilà ce qu'on appelle les sans-papiers. Ils n'ont pas le bon papier. Et j'insisterai sur les conséquences, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, de la dématérialisation des services de la préfecture en ce qui concerne l'accès à ces titres de séjour. Pour des personnes étrangères, donc en situation irrégulière, mais aussi pour des personnes qui sont titulaires d'un titre de séjour, que ce soit en tant que conjoint, parents de français, par leur travail, pour cause de maladie, et qui sont en France depuis très longtemps. Certains depuis, j'en vois moi, qui sont depuis 20 ans en France, depuis 40 ans même j'ai vu, qui ont des titres de séjour, et qui se retrouvent privés de tous leurs droits, et donc en situation irrégulière, par l'effet de la dématérialisation. Ces gens-là, pourquoi par l'effet de la dématérialisation? Tout simplement parce que la préfecture tarde à renvoyer le titre, tarde à renouveler. Il n'y a pas de délai, on peut attendre comme ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on perd tout ce qu'on a déjà. Donc dans tous ces cas, les personnes concernées se cognent à un mur informatique sans aucune possibilité de s'adresser à un service ou à une personne physique, comme vous tous, comme tous les cas qui ont été cités aujourd'hui. C'est la même chose, où ils ont pour seul interlocuteur une machine qui s'appelle essentiellement cette fameuse plateforme ANEF dont vous avez entendu parler tous là aujourd'hui, qui concerne l'ANEF. Ça concerne des personnes qui sont régularisables de droit, qui ont droit à être régularisées, en particulier conjoints ou parents d'enfants français, pour le citer. Les autres, ils peuvent déposer en ligne une demande d'admission exceptionnelle, au séjour exceptionnel, en particulier dans le cas d'une régularisation par le travail, et cette demande-là, elle est soumise à l'appréciation du préfet. Ça a été cité, ça déjà. Le préfet peut ne pas tenir compte du droit des gens en compte. Tout ceci se passe quand même, je rappelle, alors que la loi Darmanin de 2024, suivie de la circulaire Retailleau de 2025, a considérablement durci les conditions de régularisation de ces personnes en situation irrégulière. Et j'ai plus la date exacte, mais M. Darmanin évoquait le chiffre de 600 000 à 800 000 personnes en situation irrégulière. Ça représente, il dit lui-même, 0,89 à 1,19% de la population totale. Voilà ces gens qui sont en train de nous envahir, dont on a si peur. À titre d'exemple, on peut citer la fin de la régularisation grâce à la circulaire pour ceux ou celles qui ont des enfants qui sont scolarisés depuis 3 ans. Ce n'est pas une cause pour être régularisé, ça maintenant, ça l'était avant. Ou bien, surtout, et ça vous en parlerez, la limitation des titres de séjour au titre du travail. La majorité des dossiers déposés à ce titre dans les 2 dernières années, je parle du 93 surtout parce que je connais mieux,
ont reçu en réponse, ils avaient déposé leur dossier il y a 2-3 ans, ils ont reçu enfin une réponse qui est un classement sans suite, avec possibilité de déposer un nouveau dossier, mais à condition qu'il justifie d'un travail dans le cadre des métiers en tension. Liste qui est définie par région et selon des critères très obscurs. Par exemple, vous comprendrez tout de suite si je vous dis qu'en Île-de-France, la restauration n'est pas un métier en tension. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne vais pas m'étendre sur le niveau en langue française parce que ça a été développé tout à l'heure. Ce niveau en langue française qui sera exigé à partir de janvier 2026, qui est attesté par les formations diplômantes au sein d'organismes agréés. Sauf que la plupart des centres agréés vont disparaître et vont être remplacés par une formation en ligne à la langue française. Pour moi, ça veut dire que plutôt que de voir la langue comme un outil d'inclusion et un espace de partage, ce qu'il devrait être, les décideurs et les décideuses politiques ont choisi de faire de l'apprentissage du français un instrument de la politique de rejet. On en tire les conséquences. Je vais passer sur les délais d'attente pour un premier rendez-vous, pour un renouvellement qui ne font que s'allonger, sur les ruptures de droits, et ça on en a parlé beaucoup, la perte des droits sociaux en particulier, parfois même les titres de séjour. C'est très intéressant ça quand même, des titres de séjour qui sont prêts, qui sont en préfecture, sauf qu'on n'informe pas les gens, et que leur titre est prêt, et que le regroupement, et que du coup ils viennent le chercher, ils viennent réclamer, ils finissent par avoir leur titre de séjour, qui est fini 3 mois après. Donc rebelote, il faut redemander. Je ne parle pas non plus du regroupement familial, qui est quasiment bloqué aujourd'hui. Mais pour être un peu positif quand même, je dirais que c'est dans ce cadre que des associations, des juristes, des syndicalistes, des avocats, et c'est bien ça, on travaille tous ensemble, de plus en plus, toutes les actions sont coordonnées, se sont regroupées au sein du collectif Bouge ta Pref en Île-de-France, ou du Livre Noir dans le contre 93. Je citerai aussi un cas assez particulier auquel je participe, d'un collectif d'habitants de Saint-Denis qui se sont mis en colère il y a un an. Parce que c'est leurs voisins qui sont concernés dans les résidences. Et avec des associations comme la nôtre, on crée un collectif pour le respect des droits des étrangers en 93. Et là, c'est assez spécial parce qu'on organise un piquet de soutien, parce que là, il y a des étrangers qui font la queue, comme autrefois, devant la sous-préfecture, parce qu'elle est en plein centre-ville, elle est dans la ville. Et du coup, ils sont là, ils font la queue dans la rue, et là, on est là pour témoigner et pour essayer de les aider. Mais surtout, et c'est eux l'essentiel, et c'est comme ça qu'on a une chance d'en sortir un jour, c'est si enfin, les personnes concernées elles-mêmes se lèvent. Quand tous les sans-papiers, comme on dit, seront dans la rue, s'ils quittent leur travail, s'ils sont là, s'ils protestent, là, on aura une chance. Mais il y en a qui l'ont bien compris et qui nous accompagnent, et on les accompagne dans leur lutte depuis longtemps maintenant, c'est les collectifs de sans-papiers, dont ces 2 personnes en particulier sont là pour représenter, pour témoigner. Et merci. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Maud Diawara, je suis membre fondateur du collectif Sans-Papiers de Montreuil et l'intercollectif d'Île-de-France. L'intercollectif, c'est composé de tous les collectifs sans-papiers actifs sur la région parisienne, qu'on a créé en 2022. Excusez-moi. Du coup, ça a commencé à vraiment donner naissance, parce qu'à travers ça, on a bien se mobiliser face à des situations. C'est un honneur pour moi de participer à ces colloques ce soir. Je remercie sincèrement l'ensemble des organisateurs et des organisatrices
de nous avoir donné la parole ce soir. Concernant la dématérialisation et la dégradation des services publics, les camarades soulignaient plusieurs points essentiels. Pour ma part, en tant que personne directement concernée, je voudrais insister sur l'un des dégâts les plus majeurs de cette dématérialisation. Ça, c'est le temps d'attente, autrement dit les délais d'instruction sur les démarches simplifiées. La situation des sans-papiers en France aujourd'hui est catastrophique. La dématérialisation n'est rien d'autre qu'un outil d'attaque, je pèse mes mots, vis-à-vis des personnes étrangères. On sait qu'à chaque fois qu'ils tapent sur les personnes étrangères, ils passent par les faibles pour atteindre les plus forts. Là, ils viendront bien évidemment attendre le peuple français. Depuis l'adoption de la loi immigration 26 janvier 2024, les préfectures disposent des pouvoirs sans limite et ne respectent rien à l'égard des personnes étrangères. Et cela illustre parfaitement cette dégradation du service public. Vous savez, avant, on allait sur les sites des préfectures, on voyait directement le créneau horaire pour le rendez-vous, c'était déjà insupportable ça. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Quand on dépose des dossiers sur la plateforme démarche simplifiée, après 1 an d'attente, on nous donne un rendez-vous dans 1 an. Souvent, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Il y a la messagerie qui ne répond jamais. Il y a des mails qui renvoient le même mail, des réponses automatiques. C'est juste scandaleux. Moi, je faisais partie de la délégation, on a été reçu à Bobigny le 6 mars dernier. On nous a dit que bientôt, c'est l'intelligence artificielle qui va traiter les mails. Parce qu'on nous a dit qu'il reçoit 1000 mails par jour. Donc, par manque de personnel, c'est l'intelligence artificielle qui va recevoir, qui va trier les mails. Bah, ils vont forcément supprimer une bonne partie des mails et ils vont, par l'intelligence artificielle, il va capter les mots-clés, monter là-haut quelques mails qui vont être lus par 8 personnes qui s'occupent de ça. Ça, c'est le préfet et le secrétaire général d'Antifon, le préfet de Bobigny, qui nous a donné cette information le 6 mars dernier. Donc, alors que les informations, quand on dépose le dossier sur les démarches simplifiées, les informations qui apparaissent, je cite, 90% des demandes qui ont été traitées lors des 30 derniers jours, le meilleur cas, les délais d'instruction sont de 4 mois. Et si le dossier demande quelques échanges, les délais d'instruction est d'environ 6 mois. Vous voyez l'écart entre les informations qu'on donne sur le démarche simplifié et la réalité. Donc, on attend 3 ans après. Cela est inacceptable. Donc, la messagerie dysfonctionne. Ça, j'ai jamais eu la réponse. Moi-même, je contacte le préfecture. J'ai jamais eu la réponse par le messager de démarche simplifiée. J'ai jamais eu par aucune personne d'équipe. Donc oui, il y a une réelle volonté politique de ne pas régulariser et surtout de maintenir les travailleuses et travailleurs sans papier dans la précarité. Alors qu'ils contribuent activement à la vie du pays. Donc nous dénonçons ces temps d'attente interminables. J'ai subi moi-même cette injustice. Je vis en France depuis 17 ans et je suis sans papier. J'ai déposé une demande de régularisation auprès des sous-préfectures de Sarcelles. Le 24 juin 2024, on est en octobre 2025, j'ai aucune réponse. Nous avons plein d'autres camarades qui dépendent de Bobigny, qui ont déposé la même date de 6 juin 2024. En octobre 2025, il n'y a toujours pas de réponse.
Quant à moi, je suis électricien et je rentre dans tous les critères pour la régularisation. Le métier en tension, la sécurité de l'État que nous avons d'ailleurs toujours dénoncé. Nous avons toujours dénoncé cette loi raciste et xénophobe qui renforce ces systèmes, ces mécanismes de dématérialisation et de dégradation des services publics. C'est la sécurité qui va venir normaliser cette exploitation. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, moi j'ai le sentiment d'être à plus en ciel ouvert en tant que issu des pays colonisés. Et je suis en France, je travaille, ça fait 7 ans que je contribue dans les caisses d'État. Moi, je n'ai jamais bénéficié de rien que ce soit, peu importe la sécurité sociale ou le chômage. Donc, j'ai l'impression d'être à plus en ciel ouvert. J'ai perdu mon père le mois de juillet dernier, je n'ai pas pu voyager. Vous n'imaginez pas ma douleur. Dans ce sens, j'ai décidé aussi de créer une chaîne sur les réseaux sociaux. Je parle de cette situation-là. Il y a 11 000 personnes qui se joignent à moi. Donc je reçois des centaines de témoignages, des messages. Les gens qui sont dans la même situation que moi. Sur les réseaux sociaux. Sans oublier les camarades qui font partie de nos collectifs. Donc nous dénonçons ce comportement des préfectures. Nous demandons que les préfectures soient condamnées quand elles ne respectent plus la loi. C'est important. Donc, malheureusement, il devait y avoir un camarade qui allait parler d'ANEF et Aboubacar Dembélé et aussi de l'aide médicale d'État. C'est bon, on nous parle de l'aide médicale d'État. Mais quand on demande l'aide médicale de l'État, vous n'imaginez pas ce que nous demandons. La date c'est 1 an, mais quand ça expire 2 mois avant, on nous demande de fournir la totalité des photocopies des passeports et l'attestation d'hébergement et beaucoup d'autres papiers qu'on imprime. C'est incroyable ce qu'on demande. Quand on dépose, il faut aussi prendre un rendez-vous pour pouvoir la récupérer. Pareil aussi pour une personne qui a un titre de séjour d'1 an. Vous voyez, la personne qui a un titre de séjour d'1 an vivra avec son titre de séjour pendant juste quelques mois. Parce que l'État qui prend rendez-vous pour déposer sur ANEF ou récupérer aussi un rendez-vous, tout passe par le démarche, enfin, sur l'ANEF, démarche simplifiée. Donc là aujourd'hui c'est pesant. Donc je veux aussi passer la parole à ma camarade Bouchra, qui a aussi parlé un peu. Donc nous demandons l'égalité des droits pour toutes et tous. Nous demandons la régularisation de tous les travailleurs et tous les travailleurs de sans-papiers. Je vous remercie. Merci Maudit. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pierre Bénia, déléguée de la coordination de Paris des sans-papiers et de l'intercollectif des sans-papiers. Je suis exilée en France depuis 10 ans. Aujourd'hui, je suis régularisée et je travaille comme travailleuse sociale. Cette question de dématérialisation, de l'accès aux services publics, ça nous touche tous les jours. On parle dans notre collectif avec nos collègues parce que, en fait, dans la coordination des sans-papiers de Paris, il y a le côté, on milite pour l'accès, la régularisation de toutes et tous, mais aussi nous accompagnons nos camarades. Nous sommes confrontés chaque jour à cette question de dématérialisation. Je vais vous remercier pour cette opportunité de parler de ça, parce que c'est vraiment, maintenant, à côté de la question de la fermeture d'accès à la régularisation des sans-papiers, la diminution de nombre des demandeurs d'asile qui accèdent à la protection internationale, le nombre des mineurs qui accèdent à la reconnaissance comme mineurs. Il y a aussi cette question du blocage des services publics. Si aujourd'hui on parle de la dégradation des services publics concernant les personnes exilées, on parle de vraiment fermeture et blocage. Maudit, tu peux parler 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir une réponse. Les délais sont longs. Tout le temps, les délais étaient longs.
tout le temps, si on parle de personnes exilées, on parlait des attentes. La sénatrice tout à l'heure parlait de la file d'attente devant les préfectures. Moi, j'ai fait la queue une fois pour accompagner une camarade à la préfecture de Bobigny. Je crois qu'il y avait des personnes à l'époque qui faisaient la queue depuis 2 h du matin, 3 h du matin. Après, pendant la période du Covid et les années 2018, 2019, 2020, c'est plus la queue, c'est avoir un rendez-vous. Les rendez-vous, on passe, moi personnellement, j'ai passé 1 an et j'ai jamais eu un rendez-vous pour déposer. C'était avant la dématérialisation. Voilà. Et à ce moment-là, la réponse qui était donnée que voilà, vous essayez d'avoir un rendez-vous par Internet parce que c'est pas bien de faire la queue, c'est déshumanisant et tout. Et voilà, c'était la question de rendez-vous. Qu'est-ce que c'était fait? Qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait qu'il y avait des robots pour avoir des rendez-vous. Et pour avoir un rendez-vous, on peut acheter un rendez-vous à 1 000 € pour avoir des rendez-vous. Des personnes sans papier, c'était la catastrophe. Après, devant cette problématique de rendez-vous et tout, des robots, voilà, ça la démarche simplifiée. Maintenant, ça fait 1 an, on parle de démarche simplifiée. La préfecture et le ministère de l'Intérieur propose cette question de démarche simplifiée comme une simplification réellement des démarches pour régulariser, mais réellement, nous on parle de vraiment fermeture des voies de régularisation, blocage. Ça rejoint malheureusement la politique de dissuasion, la politique de découragement. Pour nous, c'est une politique de découragement. C'est une politique pour que voilà, une personne qui est déjà là dit à un cousin qui est en Afrique ou ailleurs, laisse tomber, moi ça fait 3 ans que j'attends la régularisation et j'arrive pas à être régularisée. Pour nous, c'est le seul, il n'y a pas d'autre explication. Ça pose aussi la question de l'accueil avec un grand A. La question comment on accueille des personnes exilées qui viennent en France. Tout en disant que les personnes exilées, c'est pas que migrants exilés, c'est pas que quelqu'un qui est là, qui est venu, qui est rentré sur le territoire, le mot qu'on utilisait avant, mot de clandestin. Les personnes exilées, il y a des personnes qui sont exilées depuis 40 ans en France, des personnes qui ont travaillé pendant 40 ans et aujourd'hui qui n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour. Il y en a des dizaines et des centaines d'exemples sur ça. Les personnes exilées, c'est les personnes qui ont demandé la protection internationale et qui se perdent dans toutes ces démarches, par exemple la NEF, parce que une dame ou un monsieur afghan ne parle pas français, il est anglophone, le français c'est pas sa langue natale, parce qu'il ne sait pas naviguer sur internet, parce que voilà, soit à l'âge, soit il n'a pas été à l'école, parce qu'il n'a pas accès à un ordinateur, et parce que malheureusement aussi, ce n'est pas toutes les associations qui peuvent aider. Il faut dire aussi que les associations manquent de moyens, parce qu'il y a moins de moyens attribués aux associations, parce que le travail d'accompagnement, parce qu'on manque de personnel, parce que voilà, il y a la fatigue qui s'installe, et tout ça. Du coup, là, cette question de la blocage des voies des services publics devant les personnes exilées, ça tourne autour de la question de l'accueil d'une façon générale et pas que question de services publics. Je vais donner 2 exemples de 2 camarades que j'ai connus. La première, c'est Johanna, une dame colombienne qui est en France depuis 3 ans avec sa fille. Johanna travaille depuis le premier jour, moi je l'ai connue à Montreuil, elle travaillait dans un resto, elle est déclarée. Maintenant elle travaille dans un restaurant colombien. Depuis 3 ans, Johanna n'a jamais cessé de travailler, elle était tout le temps déclarée. Sa fille va à l'école, Johanna rêvait d'une seule chose, pouvoir déposer son dossier pour avoir un titre de séjour pour travailler en règle, parce que son patron, il a raison, il dit que moi, il faut avoir une autorisation de travail. Après la nouvelle voie de régularisation par métier en tension, Johanna est contente parce qu'elle travaille dans la restauration, du coup elle peut être régularisée, sauf que Johanna a pris 1 an pour juste, elle a déposé son dossier sur démarche simplifiée à Bobigny, 1 an que Johanna attend un mail, une réponse. Parfois, elle me dit peut-être, elle écrit un mail, premier mail, deuxième mail, troisième mail, pas de réponse. Parfois, elle me dit peut-être il faut redéposer parce que peut-être même le dossier il est perdu.
Et vous voyez très bien ce que ça peut induire comme stress, c'est très chronophage, c'est du stress. Maintenant, elle attend la réponse. Ça aussi, l'attente de la réponse, c'est un grand stress qu'elle subit. Et elle dit toujours que, je ne sais pas, pour le renouvellement, parce que le métier en tension, c'est jusqu'à 2026. Ça va donner un titre de séjour métier en tension. Elle ne sait même pas l'avenir. La fille qui est déjà régularisée en France, que voilà, elle a pris ses repères, elle a plein de camarades. Elle me dit, cette année d'attente pour juste savoir, elle me décourage. Moi, j'ai toujours travaillé, j'ai mon appartement, je déclare tout ce que j'ai gagné. Je ne sais pas, ça m'angoisse, j'ai peur pour demain. Ce blocage, et tout le temps, ce qu'elle dit, moi vraiment, je voudrais avoir un interlocuteur. Je rêve de rentrer dans la préfecture de Bobigny et parler à quelqu'un. C'est sûr, il va. En plus, elle était à l'université, elle a fait un diplôme de médiatrice interculturelle en langue. Elle me dit, moi, je travaille dans la communication en Colombie, j'étais journaliste, je sais très bien parler. Je sais que si je serais devant quelqu'un humain, il va me comprendre. C'est sûr, il va. Mais devant cette machine, moi, je ne peux pas communiquer. Et c'est très touchant son témoignage. Le deuxième témoignage, c'est une collègue qu'on a connue, Aline Alco, elle préparait Yazaman, elle préparait son master en communication interculturelle. Yazaman, elle est iranienne, elle a fait des études de langue française en Iran et toujours elle disait, moi je voudrais faire des recherches en langue française. Elle est venue pour préparer son master en communication interculturelle et ce qu'elle a passé pendant 2 ans en France, aussi la préfecture de Bobigny, autour de la question du titre de séjour, elle attend tout le temps, parfois le titre de séjour arrive, ça y est, il ne reste que 2 mois, elle doit penser au renouvellement, perte de droits, dans sa résidence il demande toujours parce que sinon elle va être exclue pour ses droits de APL, du coup c'était tout le temps, c'était ce problème de papier, avec les examens, avec son master. Aujourd'hui elle a soutenu son master, mais elle a choisi un autre pays pour finir sa thèse sur un autre continent. Et elle travaille sur l'accueil et la médiation et comment on accueille les personnes exilées, mais ce n'est pas du tout en France parce qu'elle dit que ce n'est pas un pays qui accueille bien les chercheurs et les étudiants exilés. On espère bien que les choses changent. Entre nous les collectifs des sans-papiers, on se bat, chaque semaine on est à la rue. On a un collectif qui mène une lutte depuis 3 ans, le collectif des travailleurs sans-papiers de Vétry, qui ont choisi un autre mode de lutte. C'est des travailleurs de Chronopost, sous-traitants de la Poste, et ça fait 3 ans qu'ils se battent, et ils se battent sur le terrain, voilà, parce qu'on croit aussi qu'il y aura d'autres voies de régularisation, c'est pas que le numérique. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces interventions et pour cette focale sur ces témoignages. On va quand même prendre, bien qu'on soit très en retard et qu'on nous presse à l'extérieur de tenir les heures, je vais quand même prendre, parce que j'aimerais pas quand même qu'on prenne sur ces témoignages-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rebondir voilà, et puis après ça sera tout. C'est les personnes qui ont été les plus rapides. Et après, je conclurai très rapidement. Je vous en prie, prenez la parole. Bonjour, je vais essayer d'être rapide. D'abord, je remercie les 2 personnes qui sont concernées et qui ont expliqué tous les problèmes. Et puis, je remercie monsieur d'avoir créé justement sur les réseaux, d'avoir essayé de fédérer des personnes autour de lui, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Alors moi je suis partie du collectif Exilé 91, c'est dans l'Essonne, donc je crois qu'il y a un monsieur, je ne sais pas s'il est toujours là, qui a dit que c'était un département terrible, effectivement, donc on s'est mis toutes les associations ensemble. Alors là j'ai une question très très naïve en direction des politiques. Moi je voudrais comprendre comment c'est possible qu'on n'arrive pas à faire tout simplement respecter la loi, alors qu'on n'arrive pas de protester, de faire pression, qu'on est très très aidé. On a la chance dans le 91 d'avoir quand même des députés écologistes et 4 députés LFI hyper performants qui nous accompagnent inconditionnellement. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire respecter la loi? Donc je ne sais pas, je donnerai un exemple extrêmement bête.
c'est qu'il y a un article de loi qui dit qu'un jeune qui est arrivé avant l'âge de 13 ans, il a droit à un titre de séjour à 18 ans. Et donc, dans un même département, à Évry, ça se passe très bien, et à Palaiseau, ils peuvent attendre 2 ans. Comment c'est possible ? Et puis, l'autre chose, je suis désolée, rebondir sur la nef, dont on a beaucoup parlé, mais je ne sais pas si on se rend compte que la nef, c'est particulier, c'est complètement différent des autres services publics. C'est un obstacle entre, c'est un mur, un obstacle entre l'usager et les agents de préfecture. Et c'est une souffrance énorme aussi pour les agents de préfecture. Et ben, je peux donner un exemple tout bête que j'ai rencontré cette semaine. J'ai eu une maman sur la nef, ils ont interverti le nom et celui de sa fille. Donc même si vous mettez un agent en préfecture qui va la recevoir, l'agent de préfecture ne pourra rien faire. Et tout le monde est d'accord, quand même tous les gens qui sont plongés là-dedans sont d'accord pour dire que la nef ne peut pas fonctionner. Et je pense que la défenseur des droits a fait un rapport de 40 pages là-dessus. Donc qu'est-ce que les politiques vont faire en direction de la nef? Parce que tout le monde dit qu'il faut au moins le modifier totalement. Alors je ne vois pas comment on peut le supprimer et revenir en arrière. Merci voilà, madame. Merci. La personne de ta côté. Bonjour, oui, je souhaiterais mettre en lumière une petite chose. C'est-à-dire qu'au début, on a démarré le colloque en mettant des statistiques sur l'accès, les personnes qui avaient accès, qui arrivaient à déposer leur dossier, à avoir accès au système numérique. Ce qui laisse entendre que peut-être 50% des gens y arrivaient facilement. Et ce que l'exemple nous montre là, c'est que même si les gens arrivent à déposer, même si 100% de la population arrivait à déposer leur dossier, et puis en fait, ils se retrouvent bloqués par un mur numérique à cause des délais. Des personnes qui savent déposer ne seront pas forcément à l'abri du fait que l'administration fasse une erreur dans ce qu'ils ont déposé, et du coup, ils se retrouvent sans avoir accès à une personne pour le faire corriger. C'est-à-dire que ça va au-delà du fait que les personnes savent ou ne savent pas faire. Savoir-faire ne prémunit pas la personne de réussir à faire correctement suivre son dossier par l'administration. On demande effectivement aux gens de se professionnaliser dans la manière de déposer son dossier, mais le futur, ça va être aussi d'anticiper, de savoir en plus faire un recours contre l'administration. Et ça, à mon avis, ça va même aller au-delà du droit des étrangers. Oui, et excusez-moi, je vois l'agent qui se présente à la porte. Alors, si on veut laisser vite rebondir, je suis désolée. Si sur ces très rapidement, je ne sais pas si moi j'aurai le temps de faire la conclusion, mais allez-y, faites. Moi, je tiens à ce que vous repreniez la parole sur ce qui vient de dire. En deux phrases, vite fait, c'était en fait la nef. Moi, dans ma communauté, les personnes âgées, ça touche beaucoup les personnes âgées. Et ils souffrent beaucoup parce qu'ils ne savent rien faire avec la nef pour renouveler leur petit séjour de 10 ans. Ils souffrent beaucoup la nef et ça, c'est un point qui est très important. Merci. Je suis tout à fait d'accord pour la question du blocage, le mur. C'est ça ce qu'on disait, c'est que pour les personnes exilées, ce n'est pas que question de dégradation, mais ça a été toujours difficile, la question de la régularisation, l'accès à la préfecture, mais maintenant ça fait un blocage et c'est un outil dans une politique de découragement. La question de vraiment, oui, les personnes exilées essaient de se professionnaliser. Maintenant, ils ont tous les tips, comment je fais, à quelle heure je peux connecter, ça y est, mais parfois il y a des erreurs, parfois, comme disait madame, on ne sait même pas comment faire pour corriger. Voilà, c'est pas que question utiliser le numérique, mais aussi cette question de marge de faute mais on n'arrive pas à avoir un interlocuteur fiable. Du coup, il faut penser peut-être comment peut-on prendre ces témoignages, un livre noir, parce que ça existe, il faut vraiment penser à communiquer autour. Il faut chercher comment peut-on pour dénoncer tout ça et
peut-être c'est le tribunal administratif, on ne sait même pas comment peut-on faire s'il y a des erreurs comme ça, parce que malheureusement aussi c'est pas noté, c'est tout le temps, parce que la personne elle va regarder, voir soit des fonceurs de droit, c'est lent, soit, soit un juriste, mais vraiment collecter tous ces témoignages pour arriver à faire bouger les choses, parce que ça ne peut pas rester comme ça. Merci beaucoup. Merci. Oui, je crois qu'il ne faut pas avoir une hypocrisie politique sur cette question-là. C'est un outil de la réduction par 3 des flux migratoires. Quand on veut passer en moyenne à 200 000 à peu près par année à 70 000, c'est un outil utilisé. Voilà. Et faire un recours, bien sûr. Mais vous voyez, moi j'ai vu le préfet délégué demander à la préfecture, quand même garant du droit, l'accusé, lui dire qu'effectivement, le fonctionnement est un déni du droit. C'est évident. Mais je crois qu'il faut revenir à ça, quoi. La France est... Voilà. Je vous en prie, je vous en prie. Je voudrais dire aussi, il y a la préfecture, mais il y a aussi une volonté politique que tous ces hommes et ces femmes qui travaillent et qui ne sont pas régularisés, c'est une masse de main-d'œuvre magnifique. Et donc il ne faut pas oublier ça non plus. Voilà, qu'il faut les décourager, effectivement, mais c'est plus que ce qui... Ça a toujours été. Et aujourd'hui, c'est un outil de diminution, quand même. Je veux dire, oui, alors très rapidement, parce que il faut que je conclue. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. J'avais lu des articles où des personnes s'interrogeaient justement à savoir si les chiffres ne sont pas manipulés aussi par les dirigeants, certains dirigeants en tout cas, avec le fait que le nombre, le chiffre révélé de la délivrance des titres de séjour, enfin que les chiffres soient différés, ce qui provoque un gonflement. On se dit, sur telle année, il y a eu tous ces titres de séjour, alors qu'en fait, c'est juste une régularisation qui est différée. Voilà. Et donc, certaines personnes s'interrogent aussi sur l'instrumentalisation des données dites publiques et qui ne sont pas du tout transparentes dans les faits. Je voulais aussi faire une remarque, si vous êtes d'accord, en allant très vite pour ne pas gêner les agents, puisqu'on parle de fonction publique. Je voudrais gêner aucun agent de la fonction publique aujourd'hui, certainement pas. Sur ce thème de la dématérialisation croissante, qui me semble, qui est concomitante de la contractualisation de la société. Je voudrais rappeler par exemple en 2019 celui qui était alors député, qui est devenu plus tard après ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, qui portait le programme, qui était un des porteurs de la loi de transformation de la fonction publique, qui parlait ouvertement à l'Assemblée de sa volonté de contractualiser la société. C'est-à-dire que quand on voit le soutien aussi du ministre sous le gouvernement Barnier, son soutien à la démarche de Trump et d'Elon Musk de ce qu'ils appellent la simplification, en fait, la rationalisation des services publics, qui consiste effectivement essentiellement à supprimer des postes, des services publics, des agences, etc. Non, mais il faut que je conclue, je suis désolée. Je prends juste quelques secondes, si vous voulez bien, Madame la sénatrice, sur les contractuels, parce que vous avez dit 2-3 choses, dont vous, sur les agents contractuels, et il me semble que, outre le fait de diviser pour mieux régner, en plus de la dépréciation, la dévalorisation, tous ces clichés qui circulent dans la société, qui sont véhiculés de manière complètement fausse et absurde à propos des agents de la fonction publique, on fait passer pour des personnes qui ne seraient pas suffisamment compétentes, etc., qu'en fait, il y a un véritable problème dans la mise en œuvre des politiques publiques qui, elles, poussent effectivement à une précarité, mais aussi au fait d'une espèce d'exercice d'un pouvoir coercitif sur ces personnes qui sont contraintes d'être mises au pas pour pouvoir espérer le renouvellement de leur contrat. Et donc, elles font un peu ce qu'on leur demande. Madame, je peux couper parce qu'il faut quand même que je... Je vous en prie.
Non, mais Non. je termine juste là-dessus. Oui. Merci de m'avoir écouté. Ça me semblait important par rapport à l'accueil des usagers, effectivement, de voir que les personnels qu'on leur met en face sont de plus en plus des personnes qui ne sont pas suffisamment formées et qui sont précaires. Non, oui. Bon. Non, mais très bien. Je suis d'accord avec vous que ça s'inscrit dans une démarche néolibérale, si vous voulez. Mais bon, et effectivement, la place du contrat dans une démarche... bon. C'est pas Mais moi, que ce soit organisé par Europe et oui. les Verts et LFI, le colloque de cet après-midi. Pardon? C'est-à-dire le fait que ce colloque soit organisé par une députée de la France Insoumise et par vous-même d'Europe Écologie Les Verts, est-ce si surprenant que ça dans le contexte effectivement néolibéral? Non, c'est pas surprenant, justement. Ben non, Voilà. ça, n'est-ce pas? Très bien, mais bon, quand même, en conclusion, quand même, en tout état de cause, je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire, mais je tiens d'abord, en conclusion, à remercier d'abord l'ensemble des contributeurs, de qualité, avec des moments, bien sûr, d'émotion quand l'humain, les dégâts humains sont touchés du doigt. Et puis aussi vous, d'être restés jusqu'à présent. Bon, je voulais un petit peu quand même faire une sorte de retour systémique sur cette journée, c'était ce qu'on m'avait demandé. Bon, de rappeler que chaque rupture de droit, chaque obstacle pour accéder à un service public, ça marque un échec de l'intervention publique. Les chiffres ont parlé d'eux-mêmes, on l'a vu, plus de 80% des réclamations orientées à la défenseur des droits qui lui étaient adressées concernaient les difficultés relatives au service public. Ça, c'est la réalité. Les conséquences néfastes de la dématérialisation donc, touchent particulièrement les personnes pour qui, déjà, les démarches administratives apparaissent compliquées et complexes. Ainsi, le constat il est alarmant, et c'est ça qu'il faut bien voir, c'est que ce sont précisément les personnes qui ont le plus besoin des services publics qui sont les plus entravées, qui sont les plus pénalisées par leur dématérialisation. 3 ans après le rapport du Défenseur des droits de 2019 sur la dématérialisation, Claire Hédon le disait déjà, le notait, cela creuse irrémédiablement et indéniablement les inégalités. La dématérialisation, nous l'avons compris, est éminemment politique. Elle marque une mise à distance de l'État par recherche d'économie, mais pas que, au prix d'un affaiblissement du contact humain et relève d'une démarche néolibérale. Je vous rejoins, madame. Derrière le terme dévitalisation des services publics, il y a plus que l'idée de dégradation, il y a vraiment l'affadissement de l'humain, de la vie humaine. C'est ainsi que Pierre-Olivier Montel, chercheur, écrit, je le cite, « L'interaction humaine n'existe plus, avec ce qu'elle pouvait avoir de plaisant, ou de déplaisant d'ailleurs, mais de vivant et bienvenu. Pour ne pas voir dans cette suppression un appauvrissement de ça dans la société, il faut estimer qu'il y a peu à attendre, c'est ceux qui estiment qu'il y a peu à attendre de ces échanges humains. Selon les mots du chercheur, l'usager est réduit à suivre une procédure, comme on actionne un distributeur. Il s'éloigne du statut de citoyen, se rapproche du rôle d'un client. C'est pourquoi, plus qu'une dématérialisation, nous insistons à ce que l'auteur nomme une dépersonnalisation des services publics. Ainsi, les rapports de l'administration, donc de l'État avec les usagers, participent à distendre le lien social. Cette logique génère un cercle vicieux aux multiples conséquences. Lorsque l'État se désengage, réduit sa présence humaine et le nombre de ses agents pour des raisons budgétaires, quand il en fait moins, cela se réalise au détriment des usagers qui doivent en faire plus. Dans son rapport de 2022, la Défenseure des droits notait que l'usager devenait un coproducteur malgré lui du service public. C'est à lui qui revient, et ça a été bien dit dans l'atelier précédent, c'est à lui que revient de s'équiper, d'être en capacité, de ses compétences, d'effectuer ses démarches en ligne, de comprendre les démarches et ce qu'attend l'administration, de comprendre le langage de l'administration et de ne pas commettre donc d'erreurs, d'où le stress, on en a parlé. Et ça pour seulement accéder à ses droits et éviter de s'en voir empêcher l'accès. Selon la défenseuse des droits, sur les épaules de l'usager ou de ses aidants, on l'a vu avec des aidants familiaux,
repose désormais la charge et la responsabilité du bon fonctionnement de la procédure, et sur les aidants des femmes, notamment, vous l'avez bien dit. Derrière le processus de dématérialisation et de dégradation des services publics, il y a donc, ça a été bien pointé par les syndicalistes, la perte de sens pour l'usager, pour l'agent, la perte de considération de l'humain, qui est réduit à des considérations économiques. C'est le monde néolibéral. De plus, imposer à marche forcée, la dématérialisation surcharge les agents publics qui doivent compenser les dysfonctionnements. Et elle reporte une charge supplémentaire, ça il faut le dire, sur les associations qui sont actuellement menacées, enfin qui sont actuellement attaquées dans les budgets, celui qui était prévu et celui très certainement qui va venir. Ces associations qui doivent pallier les obstacles d'accès aux services publics et accompagner les publics les plus fragiles. Enfin, une perte de droits en appel d'hôtes, le non-accès à un titre de séjour, vous en avez parlé, en raison d'un empêchement d'accéder à la démarche ou de la finaliser, ou des délais qui sont donnés, entraîne d'autres ruptures de droits, le droit de travailler, ou du moins d'être déclaré, la perte d'un emploi ou d'un logement, la suspension des prestations de l'AME aussi, ou des difficultés d'accès aux soins. On assiste à une précarisation accrue et une précarisation planifiée dans ce cas. On note aussi que le désengagement de l'État crée une défiance vis-à-vis des pouvoirs publics, de l'État, et cette défiance, cela abîme la démocratie. Et ça, c'est peut-être l'angle qu'on a vu sur ce boulevard fait à l'extrême droite. Et enfin, il reste un point aveugle, que je ne développerai pas, vous voyez, on n'a pas pu tout développer, mais en tant qu'écologiste, la question du coût écologique de cette dématérialisation, si à l'humain est quand même à une moindre empreinte écologique. Notons que dans certains cas, le recul de l'accès aux droits par la dématérialisation du service public sert la politique d'État. Et on revient toujours à alors, ce qui se passe avec l'administration numérique des étrangers, mais vraiment, bon, l'actualité, c'est la dématérialisation de l'apprentissage du français langue étrangère pour les migrants, et au moment, comme par hasard, où l'exigence de la maîtrise du français, la CIMA de la vie, est renforcée, est rehaussée pour obtenir une carte de séjour. Donc là, on voit bien quelles seront les conséquences. Là, ça sera une réduction et c'est ce qui est cherché. Alors face à tous ces constats, notre boussole est claire. Ce n'est pas à l'usager de se conformer au service public et à ses transformations, mais bien au service public d'être adapté. C'est dans les trois principes des services publics, de s'adapter et d'être accessible, c'est l'égalité à toutes et tous. C'est ce mouvement que nous revendiquons, partir des besoins des usagers et non dans cette logique comptable budgétaire, mais pas que, réduire les dépenses à tout prix, y compris en affaiblissant les services publics. Dans un contexte d'austérité croissante, nous le constatons dans les textes que nous examinons tous les jours, enfin en commission des affaires sociales, il est question de presser les plus fragiles, tant dans le sens de l'accélération que de la compression, je vais tenter de dire. Les travailleurs et travailleuses, les personnes au RSA, les chômeurs, les chômeuses, les personnes bénéficiaires des prestations sociales dans leur ensemble sont visées. Dans un projet bien sûr alternatif de gauche, mener une réflexion sur l'importance des services publics, c'est partir de l'origine du social à l'organisation des liens qui nous permettent de faire société. Et c'est effectivement, nous sommes le 80 ans après la sécurité sociale, cela fait sens. La situation nous oblige à parler et à dénoncer ce qui entrave l'accès aux services publics et donc, finalement, in fine, aux droits fondamentaux. C'est l'accès aux droits fondamentaux. Les services publics sont essentiels pour réduire et ne pas accroître les inégalités sociales et territoriales. Donc nous devons permettre à chaque personne en France d'accéder à l'ensemble de ses droits. Personne ne doit être empêché dans son accès aux droits. Il faut mettre fin au hiatus grandissant entre les besoins et les services. Alors les constats de la paupérisation, de la précarisation, de la perte de sens au travail doivent nous conduire à revitaliser au contraire les services publics, notamment à garantir, et c'est l'objet quand même aujourd'hui, une alternative d'un accueil physique à la dématérialisation et ainsi permettre quand même à l'État de se réengager dans le développement des services publics. Les services publics, c'est comme la retraite, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et aussi, je voudrais moi exprimer un vœu en conclusion,
c'est que le Sénat, dans l'un de ses groupes à gauche, il y a plusieurs groupes, ou dans une initiative transpartisane à gauche, puisqu'ils ont des niches où la gauche peut se mettre d'accord sur le dépôt d'une PPL. Ça a été proposé, pas retenu. Moi, je termine en disant, et peut-être aussi sur ce pointage qu'on a fait sur la lutte contre l'extrême droite, qui doit réunir tous les progressistes de gauche, là, hein, et qui doit être vraiment la boussole, j'exprime mon vœu que le plus rapidement possible, la PPL déposée par Daniel Obono soit défendue et votée au Sénat, ce qui fera que la loi s'appliquera et qu'il faudra une alternative, il faudra le retour dans tous les services publics de l'alternative physique et de l'accueil physique des usagers. Je vous remercie.